sais, mettons espagnol, ben ça prend un enseignant en capacité d'évaluer puis de donner un dossier de consignation à votre jeune pour être évalué pour espagnol. Mais si le centre scolaire n'a pas la ressource, il y a des fortes chances que votre jeune ne puisse pas, même s'il aime beaucoup faire de l'espagnol, il ne puisse pas se faire évaluer puis obtenir des unités pour sa diplomation pour le cours de langue tierce espagnole, admettons. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Choisir l'éducation à domicile, c'est une grande aventure et avec laquelle vous n'êtes jamais seul pour la vivre. Allô, Natacha! Hey, allô Marlena, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'école à la maison au secondaire. La première partie, on avait quand même beaucoup de choses qu'on avait partagées déjà. Oui, donc évidemment, si vous commencez à écouter cet épisode-ci et que vous n'avez pas écouté la partie 1, on vous recommande fortement d'aller écouter la partie 1 en premier parce qu'on va vraiment repartir d'où qu'on avait arrêté. Fait que d'après moi, c'est pas un bon plan pour bien comprendre, bien s'outiller si vous partez à la partie 2 en premier. Oui, exactement. Ben, si tu veux, je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même encore une autre bonne partie à partager avec les auditeurs. C'est parfait. Donc, là, on était rendu un peu plus dans les détails au niveau des séquences en sciences et des séquences en mathématiques. Bon, en sciences, il y a plusieurs séquences, comme on dit dans le jargon. Donc, tu sais, quand on dit, bon, ben là, mon jeune secondaire 3, à peu près, il va commencer à réfléchir sur les choix en sciences et en mathématiques, vers quoi qu'il veut s'en aller. Quand on parle de ça, il y a 3 séquences en sciences. Il y a une séquence dite de base là, qu'on appelle c'est sciences et technologies et l'acronyme c'est ST. Donc, quand vous voyez un choix de sciences à faire en 4e secondaire, c'est le de base, là, c'est le ST. Il est offert dans pas mal tous les services d'école privée en ligne pour les jeunes d'école à la maison. Et celui-ci, ben, il donne 4 unités en sanction des études. Après ça, il y a 2 autres séquences. Il y a ATS, qui est Application technologique et scientifique, qui est une science beaucoup plus concrète, qui donne quand même 6 unités. Mais admettons que votre jeune sait déjà dans son cheminement qu'il a besoin de sa chimie, de sa physique pour secondaire 5, mais le ATS ne donne pas accès, malgré que c'est un science enrichie, ne donne pas accès ensuite pour faire chimie et physique de 5. Puis il n'est pas offert non plus dans tous les centres de services scolaires ou les écoles privées. Personnellement, nous, dans notre centre de service scolaire, en école à la maison, ce n'était pas une option de séquence en sciences qui était offerte. Même si je ne m'abuse, je pense que ATS, même dans les milieux scolaires, il n'est pas tant offert que ça. Celui qu'on entend beaucoup plus parler, c'est STE, c'est Sciences et technologies de l'environnement. Lui, c'est une matière à option. Donc, il est offert dans la plupart des écoles privées en ligne. Il donne 4 unités. Puis celui-là, c'est le fameux sciences préalables pour un jeune qui pense faire physique et chimie en 5e secondaire. Mais à la base, le sciences et technologies ST là, de 4 unités, lui, c'est vraiment lui qui est comme que les jeunes doivent faire pour faire le sciences en 4e secondaire. Ensuite de ça, on va dans le même sens, mais pour en mathématiques.
Les mathématiques aussi, votre jeune va avoir une réflexion à faire à savoir si il va avoir besoin de ces maths qu'on dit enrichis ou les maths fortes là, qu'on appelle. Celui qu'on entend le plus parler, c'est le SN, avec l'acronyme SN, Sciences naturelles. Donc, il est offert dans toutes les écoles privées en ligne. Il donne 6 unités, puis lui, il est préalable à certains programmes rendus au niveau collégial. Donc, c'est pour ça qu'on entend souvent parler le fameux Maths SN. C'est le fameux Maths que les parents disent, si tu veux t'ouvrir toutes les portes, tu dois faire tes Maths SN. Donc, encore là, il n'est pas obligatoire, mais ça dépend vers quoi le jeune veut s'en aller après. Il y a des programmes qui ne le requièrent pas, là. Oui. Donc, c'est un petit peu comme, tu sais, comme moi, mettons, je vais dire, dans mon temps, ça, j'ai l'air d'être vraiment vieille, mais tu sais, on avait comme je pense, 4,16, 4,26, 4,36. Exactement. Là, dans le fond, il y en a comme juste 2, si je comprends bien. Les séquences en mathématiques, il y en a 3. Comme les sciences. C'est un petit peu comme que je viens de dire, mais dans le fond, c'est comme le nouveau langage au lieu de ce qui était utilisé avant. OK. Oui, exactement. Un peu le même pendant qu'au cégep, là, on disait dans notre temps, les sciences pures. Bon, ben maintenant, c'est les sciences nat là, qui appellent. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour l'acronyme en séquence mathématique SN. Ensuite, il y a l'acronyme CST. Lui, c'est vraiment les maths de base. Donc, un jeune qui sait déjà qu'il n'y a pas besoin nécessairement de ces sciences naturelles enrichies, 6 unités pour faire le programme qu'il désire faire pour la suite après son secondaire. Ben, il peut tout simplement faire ses maths de base, culture, société et technique. Donc, c'est pour ça que c'est l'acronyme CST. Il est offert dans toutes les écoles privées en ligne, puis lui, il donne 4 unités. Ensuite, il y a l'acronyme TS pour technico-sciences. C'est une mathématique plus concrète. Tu sais, le sciences nat, il y a un peu plus d'algèbre, je dirais. Tu sais, c'est au niveau du pourcentage de la matière qui est donné. Parce que technico-sciences, c'est les mêmes choses qui sont vues que SN, sauf que SN est plus concentré sur admettons, un peu moins de probabilité statistique, puis un peu plus d'algèbre. Tandis que technico-sciences, ça peut être intéressant pour un jeune qui aime beaucoup le concret, mais c'est aussi des maths enrichies, hein? Fait qu'il donne 6 unités. Le seul hic à celui-là, c'est qu'il n'est pas offert dans toutes les écoles privées. Puis il peut être aussi préalable à certains programmes au cégep. Mais la plupart du temps, les programmes les plus comme contingentés ou qui s'en vont vers les sciences au cégep, admettons, sciences dans le domaine technique, ingénierie, ou les sciences dans le domaine de la santé, bien souvent, c'est les maths SN qui vont être requis comme condition d'admission pour un programme au cégep. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le tour résumé rapide des différentes séquences en sciences puis en maths. Parfait. Ouais, donc voilà. Ensuite, j'ai goût de vous parler un peu des étapes, grosso modo, les réflexes qu'il faut un petit peu développer en tant que parent éducateur quand on est vraiment dans la phase de la sanction des études. Donc, j'ai fait un genre de ligne du temps pour résumer. Il y en a une vraiment précise que j'ai en fait réalisée pour pour la CED, pour les membres de la CED, si jamais ça vous tente d'aller voir. Donc, je dirais au niveau des étapes à franchir, pour vous donner une idée globale, là, donc, vers le mois d'août, fin août, septembre, là, ça peut varier hein, d'un centre de service scolaire à l'autre parce que quand la rentrée scolaire arrive, ils sont tous un petit peu occupés avec ça. Donc, vers
à août, septembre, je dirais un petit peu plus fin août, début septembre, milieu septembre, contactez votre centre de service scolaire. Premièrement, ça serait une des premières étapes à faire. Pour leur signifier premièrement que vous avez un jeune qui est en train de réfléchir ou qui est en 4e secondaire et qui veut réaliser des matières, des évaluations, il veut se faire évaluer pour obtenir des unités en prévision d'obtention d'une diplomation. Puis souvent, pour plusieurs familles, ça peut être comme une première fois là, qu'ils contactent le centre de service scolaire parce qu'avant ça, tu sais, quand ça fait longtemps, en tout cas, qu'on fait l'école à la maison, on ne sent pas vraiment le besoin toujours d'obtenir du soutien du centre de service scolaire par rapport à la sanction. Mais bon, là, de plus en plus, les parents le font, ou j'espère qu'ils le font pour demander des services auxquels ils ont droit. Mais souvent, ou la plupart des familles, c'est la première fois. Donc, ça vaut la peine de contacter votre centre de service scolaire. C'est super important de faire un premier contact. Pour leur signifier que votre jeune existe, entre autres, puis qu'il veut faire sa sanction. Ensuite de ça, vous pouvez en profiter pour leur demander, si on peut dire, c'est quoi les différentes matières que le centre de service scolaire offre pour un jeune qui est en situation d'école à la maison pour qu'il puisse se faire évaluer puis obtenir des unités pour l'obtention d'une diplomation. En gros, les centres de service scolaire offrent les cours de base, comme dit, obligatoire, là, c'est pas mal sûr. Mais au niveau des cours optionnels, hein, parce qu'on l'a vu un peu plus tôt là, dans la partie 1, que pour obtenir les 54 unités au total, dont 20 en 5e secondaire, ça ne sera pas suffisant de faire seulement les examens obligatoires prévus au règlement et requis par la DEM pour obtenir une diplomation. Donc, nécessairement, votre jeune va devoir réaliser des cours, des matières à option. Donc, d'un centre de service scolaire à l'autre, en situation d'école à la maison, les matières à option ne sont pas nécessairement tous offertes comme en milieu scolaire. Mais la plupart du temps, s'ils sont offertes en milieu scolaire, ils devraient être capables de l'offrir à votre jeune, mais ça peut varier d'un centre de service scolaire à l'autre. La deuxième étape, je dirais, une fois que vous avez établi un contact puis obtenu la liste des matières auxquelles votre jeune pourrait, un peu comme un menu, en fait, là, vous avez ça en main, vous avez déjà un bon point de départ pour définir votre plan de sanction avec votre jeune. Puis là, je vous dirais... Oui, excuse-moi. Avant qu'on se rende plus loin, ouais. Tu sais, quand on dit, mettons, selon le centre de service, si c'est offert ou pas. Là, mettons, c'est offert. C'est quoi qu'on veut dire par là? T'sais, du moment que c'est offert, c'est quoi qui se passe? C'est juste qu'ils disent, on peut, exemple, fournir, quand on disait là, en partie 1, mettons, un document des questions qu'ils doivent répondre pour considérer les unités, ou, tu sais, on peut... Tu sais, c'est quoi le offert? Il consiste en quoi exactement? Okay. Bien, en fait, là, juste pour cette étape-là, vous avez juste besoin d'avoir une liste des matières que le centre de service scolaire est prêt à faire évaluer votre jeune. Là, on n'est pas encore rendu à l'étape d'obtenir les dossiers de consignation en main. Ce que je veux vraiment dire, c'est une liste. Eux, ils devraient être en mesure de vous fournir ou de vous faire connaître ou de vous renseigner sur quelle matière que mon jeune, surtout les matières à option, mais aussi vous pouvez discuter des matières de base. Mettons, ils vont vous dire, par exemple, voilà la liste des matières obligatoires que de toute façon, il faut offrir aux jeunes pour pouvoir obtenir des unités. Français, après ça, mathématiques avec les séquences de mathématiques. Après ça, anglais. Fait, la même chose pour éducation physique. Il peut faire CCQ, culture et citoyenneté québécoise. Les sciences, ben nous, on offre les sciences ST, puis STE, on n'offre pas telle autre séquence de sciences. Histoire du Québec et du Canada. Après ça, ils vont vous dire, ben nous, on offre pour les arts. On offre les arts plastiques, mais il y a certains centres de service scolaire qui peuvent offrir à votre jeune de faire musique, art dramatique.
tandis que d'autres, non. Fait que Toute la si je section... comprends bien, dans le Ouais, fond, c'est eux, ils nomment parmi leurs écoles, c'est quoi les cours qu'il y a, donc c'est quoi les unités qu'ils considèrent par rapport aux cours qu'eux, ils ont dans les écoles autour de leur ouais. service scolaire. Est-ce que je comprends Ben, bien? oui, mais les matières que je viens de nommer, c'est pas mal les matières de base que ils devraient tous vous offrir, là, OK, à la base. Mais où Mais est-ce comme que tu dis, là... mettons, le dernier que tu viens de nommer, ça, c'est que dans le fond, si j'arrive, moi, à ce cours-là, à mon centre de service scolaire, mais eux, dans leurs écoles, ils n'ont pas ça. Dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas d'unité, ils tiennent pas compte des unités pour ce cours-là. Est-ce que c'est Oui, bien ça? exactement. Mettons musique, là, en art, là, dans la Mhm. section du domaine des arts. En milieu scolaire, là, il y a art plastique, musique, art dramatique, danse, OK? Mais en situation d'école à la maison, ça veut pas dire que parce que il est offert dans une des écoles du centre de service scolaire qu'ils vont nécessairement l'offrir à un jeune en situation d'école à la maison. C'est ça un peu la nuance. OK. La plupart du temps, tu sais, si le centre de service scolaire ont les ressources pour pouvoir évaluer, ils pourraient l'accepter. Mais il y a certains centres de service scolaire qui ne l'offrent pas. En situation d'école à la maison, je parle. OK? Mais admettons espagnol, mais s'ils ont la ressource, il y a de fortes chances qu'ils vous l'offrent. Mais il y a d'autres centres de service scolaire qui ont carrément juste pas la ressource. Quand je dis la ressource, ça veut dire que, tu sais, mettons espagnol, ben ça prend un enseignant en capacité d'évaluer puis de donner un dossier de consignation à votre jeune pour être évalué pour espagnol. Mais si le centre de service scolaire n'a pas la ressource, il y a des fortes chances que votre jeune ne puisse pas, même s'il aime beaucoup faire de l'espagnol, il ne puisse pas se faire évaluer puis obtenir des unités pour sa diplomation pour le cours de langue tierce espagnole, admettons. OK, Il y parfait, a je la même comprends chose, mieux. ouais. Puis la Mm. même chose, la même idée un peu avec les matières à option, mais même encore là, c'est encore plus vrai. Les matières à option, là, c'est pas tous les centres de services scolaires qui vont offrir, par exemple, projet personnel d'orientation, mais malgré que c'est quand même une matière populaire, mais ça se pourrait, tu sais. Admettons aussi sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ça se pourrait que votre centre de service scolaire ne l'offre pas en situation d'école à la maison. Donc, toute la section des matières à option que votre jeune va devoir réaliser pour aller chercher des unités, hein, parce que le but, c'est d'aller chercher, ne l'oublions pas, minimum 54 unités cumulées au total. Donc, forcément, il va y avoir quelques matières à option à faire. Puis, c'est pas tous les centres de service scolaire qui offrent les matières à option qui existent. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne idée d'avoir en main, avant même d'établir le plan de sanction de votre jeune, la liste des matières que votre centre de service scolaire offre en situation d'école à la maison. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. Oui, absolument, j'ai mieux compris. Tu sais, quand que tu C'est disais ça. le offre, j'étais comme, mais il offre quoi? Tu sais, Ouais, c'est ça ça. restait flou pour moi. Ben Mais là, je justement, comprends mieux. c'est une bonne question. C'est quoi les matières que vous êtes prête à évaluer, mon jeune qui fait l'école à la maison pour l'obtention de ses unités? Mais il y a des centres de services scolaires qui vont en parler de vive voix, mais moi, je vous conseille de vraiment travailler avec eux pour obtenir la liste noir sur blanc, idéalement avec le code de cours correspondant, le code ministériel qu'on appelle pour chaque matière. Ça, ce serait l'idéal. Mais je sais qu'il y a des centres de services scolaires qui ne le donnent pas ou ne l'offrent pas parce que toutes sortes de raisons, parce que l'organisation n'est pas pareille d'un centre de services scolaire à l'autre par rapport au soutien donné aux jeunes en école à la maison. Donc, une fois que vous avez ça en main, soit que vous l'avez pris en note parce que vous avez eu une discussion avec la personne attitrée à s'occuper des jeunes en sanction de votre centre de service scolaire, vers le mois d'octobre, novembre, ben là, vous pouvez mieux définir votre plan de sanction. Parce que si vous n'avez aucune espèce d'idée au départ de quelle matière qui est offert à votre jeune, ben c'est très difficile de définir un plan de sanction. Le plan de sanction, ben en fait, là, c'est vous pouvez vous créer tout simplement un tableau
avec la liste des matières que votre jeune doit faire et veut faire en option pour obtenir ses unités. Puis vous pouvez rajouter une colonne avec tout le code de cours, le code cours ministériel. Moi, je mets un petit bémol là-dessus parce que quand on a le bon code cours correspondant à la matière en main, ça permet d'enlever toute ambiguïté lors des communications avec le centre de service. Dans le plan de sanction, il pourrait aussi avoir une colonne qui indique qui évalue quoi. Parce que ça pourrait arriver que dans votre plan de sanction, vous décidez que certaines matières sont évaluées par votre centre de service scolaire pour toutes sortes de raisons, parce que c'est gratuit, parce que votre enfant il est super fort en français, puis ça ne vous inquiète pas qu'il se fasse évaluer par le centre de service scolaire pour chacune des compétences. Ou mathématiques, ben, vous décidez de faire affaire avec le centre d'apprentissage en ligne ou une entité privée en ligne. Donc là, vous pouvez voir clairement qui évalue quelle matière avec votre jeune. Puis même moi, personnellement, j'allais un petit peu plus loin dans mon plan de sanction. J'indiquais même le pourcentage, mettons, français, la compétence écriture, il était évalué par le centre de service scolaire, puis ça valait pour tant de pourcents de la note globale, tu sais. Ou avec l'entité privée, il était évalué en sciences, donc pour la partie théorique, il était évalué pour un tel pourcentage. Puis en passant, ben, il y a aussi un outil d'aide qui a été mis en place, qui est accessible aussi pour les membres de la CAID, pour aider les parents éducateurs. Il est vraiment très précis. Donc, il y a moyen de faire un plan de sanction beaucoup moins précis, là, si vous voulez quelque chose de plus résumé, mais c'est un outil assez pratique, disons. Ensuite de ça, je ne sais pas, Marlena, toi, si tu as des questions pour cette partie-là. À date, Pour ça va. Est-ce que ça fait définir. le tour, en gros, de la ligne du temps ou... Non, même pas encore. Puis je vous dirais, le plan de sanction, hein, ça se pourrait qu'il y ait un plan de sanction A, un plan de sanction B. Tu sais, c'est des plans de match, en fait. La troisième étape, ça serait obtenir les dossiers de consignation. Ça, c'est justement ce que j'avais déjà parlé. Les dossiers de consignation, donc, c'est tous les travaux, les tâches pédagogiques, que ce soit cahier de l'élève, que ce soit une situation d'apprentissage et d'évaluation ou un dossier de consignation, là. Puis vers le mois de décembre, janvier, je dirais, idéalement, hein, ça c'est vraiment dans un monde idéal, là. Je dis pas que tous les centres de services scolaires respectent nécessairement ça, ou même savent même que c'est à peu près ça l'idéal pour les familles d'école maison, mais idéalement, quand on peut mettre la main sur tous les dossiers de consignation que votre centre de service scolaire devrait vous remettre, idéalement, ça serait décembre-janvier parce qu'il faut prendre en compte que votre jeune va avoir besoin de temps pour réaliser les travaux, premièrement. Il va avoir besoin de temps pour se préparer aux examens. Donc, il ne faut pas oublier ça, que ça demande du temps, tout ça. Ensuite, vers le mois de février-mars, fin janvier, le jeune commence à faire ses travaux, plus tous ses dossiers. Il commence à se préparer aux examens. Puis habituellement, vers le mois d'avril, mai, juin, là, je mets ça quand même assez large parce que, encore là, ça dépend des dates de remise du centre de service scolaire parce que les travaux sont remis aux dates que le centre de service scolaire décide de les recevoir. Eux, ils prennent leurs ressources à l'interne, ils les affectent pour corriger, pour évaluer, en fait, tous les travaux que votre jeune a réalisés. Et habituellement, les dates de remise, c'est autour du mois d'avril-mai, parfois début juin, puis après ça, bien, il lui reste à réaliser ses examens. Mais par exemple, français secondaire 5, même secondaire 4, c'est à peu près au mois d'avril déjà les évaluations. Donc, idéalement, il faut que le jeune aille franchir toutes ces étapes de réalisation de dossiers avant pour pouvoir les remettre puis se préparer. Donc, ça fait un petit peu le tour des grosses étapes là, à passer au travers pour une année typique de sanction. Parfait. Donc, peut-être qu'il y a
éclaircissement que je pourrais faire au niveau des compétences. C'est quoi ça, des compétences? Si je prends un exemple de français 5e secondaire, chaque matière se décline en compétences. Donc, français qui est 5e secondaire, là, qui est le même pour français 4, c'est la compétence 1, la C1, qu'on dit souvent dans le jargon, c'est lire et apprécier des textes variés. Après ça, il y a la compétence 2 qui est écrire des textes variés, qui, elle, en français 5e secondaire, en passant, c'est une évaluation ministérielle. Et il y a la compétence 3, communiquer oralement selon des modalités variées. Donc, mathématiques, c'est la même chose. Pour sciences, ça se décline en 2 compétences, la compétence pratique, la compétence théorique. Puis chacune des compétences sont évaluées de façon séparée. Mais donc, la notion de compétence est quand même importante à comprendre parce qu'il y a une évaluation pour chaque compétence. Si je reviens à mon français 5e secondaire, il y a 3 compétences, donc votre jeune va être invité à évaluer à 3 occasions différentes pour chacune des compétences. Puis sur son relevé de notes du ministère, son français, secondaire 4, secondaire 5, va être décliné en 3 compétences avec ces 3 notes, puis la note globale est constituée de ces 3 compétences-là. Donc, un petit peu comme quand on va faire un portfolio, qu'on va essayer d'aller toucher un peu les différentes compétences, mettons en français comme preuve. Fait que je ne mettrai pas, exemple, juste des preuves qu'elle lit, mais je vais montrer, exemple, son écriture aussi, etc. Mais là, on est sous forme de notes et d'examens selon... Exactement. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un autre petit détail que j'aime beaucoup rajouter, c'est quand on fait une demande d'admission au cégep. Hein? Tu sais, les demandes d'admission au cégep, c'est au mois de mars, habituellement, début mars, mais ça dépend. Hein? Juste faire attention, là, si, admettons, votre jeune veut rentrer dans un programme spécifique, admettons, je ne sais pas moi, l'armée canadienne, ben eux, ils ont leur date de remise de demande d'admission, là. Donc, il faut toujours vérifier auprès de l'entité collégiale ou du programme, admettons, programme privé à Québec, à l'École des pompiers. Bon, il faut toujours vérifier c'est quoi le date. Il ne faut pas prendre acquis que c'est début mars pour tout le monde. Donc, ça, c'est une chose à faire attention. Aussi, il y a une chose différente qui se passe pour les jeunes d'école à la maison, c'est que si je fais le comparatif en milieu scolaire, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-scène que les parents, on ne voit pas nécessairement. Par exemple, quand un jeune fait une demande d'admission au cégep qui est en milieu scolaire, quand le cégep reçoit, quand l'entité qui a le mandat de vérifier les demandes d'admission des cégeps, il voit le jeune qui est en 5e secondaire, qui est inscrit à telle école, il est en train de faire telle matière. Donc, le cégep prend pour acquis que le jeune est en voie de réussite, tu sais, que d'ici juin, ce jeune-là, il est en voie de réussite parce qu'il voit qu'il est inscrit aux matières de 5e secondaire, donc il est en voie d'obtenir son diplôme. Mais en école à la maison, aux yeux de l'entité qui vérifie les admissions de chaque jeune, il voit seulement qu'est-ce qui est apparent au relevé du ministère de la 4e secondaire. Et l'entité d'admission ne voit pas que le jeune d'école à la maison il est inscrit à des matières pour son 5e secondaire, puis qui va être en voie d'obtenir son diplôme d'ici juin. Donc, ça peut faire une différence pour les jeunes qui veulent accéder à des programmes contingentés. Puis quand je parle des programmes contingentés, là, c'est plus les programmes techniques là, au cégep qui vont prendre 3 ans à réaliser. Parce que déjà au cégep, il y a certains programmes qui sont moins accessibles maintenant qu'il y a plusieurs années. Mais la plupart des programmes préuniversitaires, là, sciences nat, sciences humaines, ça, il n'y a pas vraiment de problème là, de contingentement parce que justement, c'est des programmes préuniversitaires.
Donc, ce que je suggère pour ces jeunes-là qui veulent accéder ou faire des demandes d'admission au cégep pour des programmes plus contingentés, je suggère vraiment fortement que dès que les inscriptions ou passations des examens sont confirmées, peu importe avec qui vous allez faire affaire pour faire évaluer votre jeune, que ce soit le centre de service scolaire, que ce soit une école privée en ligne, que ce soit le centre d'apprentissage en ligne, vous allez faire une demande de requête de lettres d'attestation d'inscription auprès de chacune des entités. Et puis ça, cette lettre-là, vous la demandez là, dès que vous savez à quel endroit que votre jeune va se faire évaluer. Donc, à tous les endroits, vous allez demander cette lettre d'attestation-là écrite. Habituellement, c'est une lettre là, très simple, réalisée par l'entité qui va évaluer votre jeune. Et puis, ça va être inscrit dessus la liste des matières que votre jeune est inscrit officiellement. Et puis, vous allez joindre ces lettres-là, parce que ça se peut que vous en ayez juste une ou vous en ayez 2 à 3, dépendamment si vous faites affaire à plusieurs endroits pour faire évaluer votre jeune. Et vous allez joindre ces lettres-là à la demande d'admission du cégep. Fait que de cette façon-là, le cégep va voir que votre jeune est inscrit aux matières de 5e secondaire à différents endroits, mais aussi, eux, ça va les rassurer qu'il est en train de réaliser ce qu'il faut pour, d'ici la fin de l'année scolaire, en juin. Donc, il est en voie d'obtenir sa diplomation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence parce qu'il y a plusieurs tours d'acceptation, d'admission pour les jeunes qui font leur demande. Donc, ça peut faire une petite différence entre un programme contingenté et que votre jeune soit reçu au premier tour. Sinon, admettons que, bon, vous, pour peu importe la raison, vous n'avez pas ces lettres-là, votre jeune s'inscrit quand même, mais au pire, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des familles, finalement, le jeune a été accepté, mais au 2e tour. C'est juste que le risque là-dedans un peu, c'est que s'il n'y a plus de place parce que le premier tour il était comblé, bien, ça se pourrait que ça aille à la prochaine fois, à la prochaine période d'admission qui serait comme l'année d'après ou quelques mois après, parce que des fois, il y a des admissions qui sont possibles d'être faites en décembre. Donc, voilà pour la partie demande d'admission. J'aimerais aussi pouvoir continuer pour parler un petit peu de sous. Donc, si vous faites affaire avec votre centre de service scolaire, c'est complètement gratuit. Il n'y a aucun frais de demander pour évaluer votre jeune pour la sanction des études. Le seul hic, on sait là, avec les centres de service scolaire, avec l'info-sanction qui a été distribuée au centre de service scolaire depuis 2019, la pondération des examens pour les jeunes d'école à la maison se fait pour 100% de la compétence. Donc, un examen pour évaluer la compétence d'une matière. Donc, ça, l'inconvénient. Il y a les écoles privées. En gros, les écoles privées en ligne, ça va tourner autour de 450, même jusqu'à 850 $ à l'heure actuelle là, qu'on se parle, parce que les prix peuvent changer d'une année à l'autre pour une matière, pour évaluer seulement une matière. Il y a, pour l'évaluation d'une matière par portfolio, il y a une école privée qui l'offre actuellement au Québec. Ça coûte 250 $. Ça, c'est toujours au prix là, au moment où on se parle. La chose qu'il faut prendre en compte pour les écoles privées, c'est qu'on sait, il y a des évaluations qui doivent se faire absolument en présentiel, excusez-moi. C'est surtout les évaluations qui sont ministérielles. Donc, il faut prévoir dans certains cas des frais de déplacement. Même que parfois des frais d'hébergement, si l'entité privée n'offre pas nécessairement l'évaluation près de votre ville, admettons, ben des fois, il faut faire peut-être du transport,
Puis, parce que la plupart des évaluations ministérielles là, sont le matin quand même à 9h, 9h30. Donc, souvent, on a besoin de se déplacer la veille. Là. Fait qu'il faut prévoir un frais d'hébergement. Puis aussi, il y a les services de tutorat, mais les services de tutorat, il faut faire la nuance. Eux, ils vont vous fournir des services pour préparer votre jeune pour les évaluations. Ils vont vous donner un coup de main par rapport à ce côté-là. Ils vont fournir un enseignant pour éclaircir des notions d'une matière qui ne sont pas claires. Donc, c'est un coût à l'heure. Ça peut aller de 20 à 90 de l'heure. Sauf que le service de tutorat, il faut que vous fassiez la nuance, là, qu'eux, ils ne pourront pas fournir le service de sanction là, de la note dans le système là, du ministère de l'Éducation parce qu'ils n'ont pas un permis d'école là, qui a été émis par le ministère de l'Éducation. Pour terminer, enfin, je voudrais peut-être vous parler un petit peu qu'il y a d'autres avenues possibles, mis à part ceux qui ont déjà été nommés précédemment. Donc, il y a le TENS, que ça s'appelle, c'est le test d'équivalence de niveau secondaire, qui existe toujours à l'heure où on se parle. Puis ça, c'est vraiment pour les 16 ans et plus. Donc, c'est vraiment une attestation d'équivalence de niveau de scolarité de la 5e secondaire, puis qui est encore offerte à certains endroits. Donc, il faut chercher un peu là, où est-ce que c'est offert. Il y a le programme préuniversitaire qui existe pour être une alternative différente au cégep. Donc, du côté anglophone, c'est quand même beaucoup plus populaire. Parce que le cégep, hein, c'est vraiment quelque chose d'offert au niveau francophone. Il y a aussi des cégeps anglophones, mais je veux dire, c'est plus une tendance là, du Québec, les cégeps. Ça n'existe pas vraiment ailleurs dans d'autres provinces. Donc, mais pour les étudiants québécois, maintenant, on voit je pense qu'il y a 2 endroits là, au Québec qui peuvent offrir un programme préuniversitaire. Il peut être même offert en français, comme de raison aussi en anglais. Puis lui, ça donne une obtention du diplôme d'études secondaires, mais de l'Ontario, le DESO, là, que ça s'appelle. Il y avait tout récemment le programme longueur d'avance, mais malheureusement, ça c'était vraiment intéressant pour les jeunes d'école à la maison. Il y a certains jeunes d'école maison qui ont bénéficié de ce programme-là, mais là, pour l'instant, il est sur la glace. Même, j'ai entendu dire que ça va probablement ne plus être offert. Il y a l'option de rentrer à l'université, mais pour ça, sans, mettons, cégep, mais il faut avoir 21 ans et plus. Toujours vérifier les conditions d'admission d'une université à l'autre parce que c'est différent d'un endroit à l'autre. Il peut être reçu une entrevue, lettre de motivation, présentation d'un portfolio. Puis, comme de raison, il y a le fameux programme là, aux adultes pour les 16 ans. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Je pense que ça fait pas mal bien le tour de notre deuxième partie pour les jeunes qui veulent obtenir des unités pour une diplomation pour le secondaire en école à la maison. Je sais pas pour toi, Marlena, s'il y a des choses qui sont claires ou que tu aurais des questions pour terminer cet épisode-là, quand même assez moi, chargé. Une question toute simple. Est-ce que tu as l'impression, dans ce que tu vois, qu'entre le moment que toi, tu as fait toute cette démarche-là, puis aujourd'hui, as-tu l'impression qu'il y a eu une amélioration? Y a-tu quelque chose qui s'est simplifié un petit peu? T'sais, est-ce que les CSS, ils commencent un petit peu avec le temps à simplifier le tout? Ou... C'est une excellente question. Il y a des centres de services scolaires, disons, comment dire, il y a des centres de services scolaires qui ont acquis une expérience, effectivement, avec les jeunes qui font le secondaire en école maison pour l'obtention de diplômes. Donc, ils ont acquis une expérience, donc savent un petit peu plus comment ça fonctionne. Il y a d'autres centres de services scolaires, de ce que j'observe, qui sont, admettons, plus en région, où est-ce qu'il y a moins de jeunes qui se rendent en 4e, 5e secondaire en contexte d'école maison. Donc, c'est
plus peut-être moins connus pour les centres de services scolaires, donc ils savent un peu moins comment accompagner ces jeunes-là. Mais je pense que plus qu'il va y avoir des jeunes qui vont vouloir accéder à ce cheminement-là d'école maison, ben les centres de services scolaires vont comme acquérir de l'expérience, si je peux dire. Mais nous, personnellement, notre centre de service scolaire, je voyais déjà une différence d'une année à l'autre parce que nous, on l'a fait sur 3 ans. Donc, on a vu une différence là, au niveau de l'accompagnement. Oui, vraiment. Ben, c'est encourageant en se disant qu'il y a de plus en plus de jeunes en école maison, puis que sûrement qu'il y en a de plus en plus en conséquence qui vont essayer d'obtenir leur diplôme. C'est encourageant de se dire que plus il y en a, plus le processus va se simplifier, Oui. puis être un peu plus connu, comme tu dis, puis amélioré avec le temps. Là. Puis il faut vraiment demander des services aussi. Il faut que les parents prennent le temps quand même de demander les services, même si... Parce que je sais que des fois, on se dit « Ah, ça donne à rien », ils vont nous dire non. Mais il n'y a rien qui dit que la personne qui est en place, qui s'occupe des jeunes pour la sanction au centre de service scolaire, ben peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là va dire, ben oui, tu sais, c'est possible, tu sais, parce que tout dépend, en quelque part, tout dépend de la personne qui est à l'autre bout. Il s'agit de tomber sur quelqu'un qui va dire, OK, oui, moi, je veux vraiment comme vous aider, vous soutenir là-dedans. Puis des fois, tu sais, les personnes en place, ils changent des fois d'une année à l'autre. T'sais. Mais comme nous, dans notre centre de service scolaire, ce qui a été bénéfique, c'est que la personne en charge, ça a toujours été la même. Fait que là, on a vu vraiment une progression au niveau de l'accompagnement puis du suivi. Vraiment positif, là. Ouais. Puis il y a aussi les gens de la DEM. Je sais que la DEM parlait qu'il y avait un désir de plus s'outiller aussi de leur côté pour pouvoir mieux accompagner les familles parce que moi, à l'époque, ils ne savaient pas vraiment quoi faire à la DEM. Où est-ce que c'était pratique? C'était, mettons, qu'il y avait une petite zone un peu grise, si je peux dire, dans les communications avec le centre de service scolaire. Ben, je me suis servi du courriel de la DEM, de ma personne ressource, puis de la direction de la DEM en copie conforme, parce que ça aide des fois à faire bouger des choses quand c'est nécessaire. Donc, c'est là-dessus, moi, que l'ADM a été aidante. Mais à part ça, au niveau de comment ça fonctionne, puis tout ça, puis se renseigner avec le centre de service scolaire, c'est vraiment... il fallait vraiment que le parent éducateur s'occupe de cet aspect-là, là, plus administratif, là, je dirais. Mais maintenant, j'ose croire que j'espère que pour les familles d'école maison, la DEM a acquis ou le désir aussi d'aller chercher leurs ressources là, pour pouvoir mieux supporter les parents dans ce cheminement-là. Oui, exact, parce que, tu sais, ça reste qu'ils ont un montant qui est alloué par enfant d'école maison, mais ce montant-là, le gouvernement ne le donne pas pour rien, c'est pour justement fournir qu'est-ce que l'enfant a besoin. Fait que des fois, quand on ne demande rien, on n'obtient rien. Hein? Fait que des fois, faire l'effort un petit peu pour ce qui est dû à notre enfant vaut la peine. Oui, vraiment. Vraiment, il faut le faire, oui. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a quelque chose à un moment donné qui peut ne pas être possible l'année d'avant, mais que l'année d'après, c'est oui, tu sais. Fait qu'il faut vraiment le faire quand même, ouais. Bien, je pense que ça conclut bien, que ça fait un bon tour. J'aimerais inviter les auditeurs qui vont avoir écouté les 2 parties. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui ne reste pas clair pour vous, on vous invite à commenter, à nous écrire via les réseaux sociaux ou par courriel. Ça nous ferait plaisir si jamais vous avez d'autres questions à un moment donné de faire un Q&A, de compléter parce qu'on fait ça pour vous. Oui, exactement. Fait que merci beaucoup à tous d'avoir écouté. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye. Merci tout le monde. Bye, Marilena. Merci encore à l'AQED d'être notre commanditaire OBNL officiel. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par 2 mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise
un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.